Fermez les yeux un instant. Imaginez un atome. Qu'est-ce que vous voyez? Probablement un petit noyau au centre, entouré d'électrons qui tournent autour de lui comme des planètes autour du Soleil. C'est l'image que l'on nous a apprise à l'école, celle qui figure dans tous les manuels de physique, celle qui orne le logo de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette image est rassurante, élégante, facile à comprendre. Et elle est complètement fausse. Non seulement les électrons ne tournent pas autour du noyau comme des planètes, mais ils ne tournent même pas sur eux-mêmes. Le mot « spin », que les physiciens utilisent pour décrire une propriété fondamentale de l'électron, ne signifie absolument pas que l'électron tourne. Et quand on commence à creuser, quand on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un atome, on tombe dans un univers si étrange, si déroutant, si contraire à tout ce que notre intuition nous dit, que même les plus grands esprits de l'histoire de la physique ont été ébranlés. Richard Feynman, l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, prix Nobel de physique en 1965, avait une phrase célèbre à ce sujet. Il disait « Si vous pensez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne comprenez pas la mécanique quantique. » Ce n'était pas de la fausse modestie. C'était un constat honnête, presque brutal, sur la nature même de la réalité à l'échelle atomique. Feynman a passé sa vie à explorer l'intérieur de l'atome, à développer des outils mathématiques pour décrire le comportement des particules subatomiques, et à chaque étape, il a découvert que la réalité refusait obstinément de se conformer à nos attentes. Les électrons ne sont pas de petites billes qui tournent. Ils ne sont pas des ondes non plus. Ils ne sont pas à un endroit précis. Ils ne suivent pas de trajectoire. Et quand on les observe, ils changent de comportement. Tout cela semble absurde. Et pourtant, c'est exactement ce que les expériences nous montrent. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'atome, guidés par les idées de Feynman. Nous allons comprendre pourquoi les électrons ne tournent pas, ce que le spin signifie vraiment. Et surtout, nous allons explorer toutes ces choses étranges, ces phénomènes impossibles, ces paradoxes vertigineux qui se produisent quand on investigue l'intérieur de la matière. Préparez-vous, car rien de ce que vous allez entendre ne correspond à ce que votre cerveau considère comme normal. Pour comprendre à quel point la réalité quantique est étrange, il faut d'abord comprendre le modèle que nous avions avant. Pendant des siècles, les humains se sont demandé de quoi la matière était faite. Les Grecs anciens avaient proposé l'idée d'atomes, des particules indivisibles qui constituaient tout ce qui existe. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que la science a commencé à prendre cette idée au sérieux. En 1897, Joseph John Thomson a découvert l'électron. C'était la première particule subatomique jamais identifiée, et sa découverte a bouleversé la physique. Si l'atome contenait des électrons qui portent une charge négative, alors il devait aussi contenir quelque chose de positif pour que l'ensemble soit électriquement neutre. Thomson a proposé le modèle du pudding au raisin. Un atome serait une sorte de sphère de charge positive dans laquelle les électrons seraient incrustés comme des raisins dans un gâteau. Ce modèle a survécu jusqu'en 1911, quand Ernest Rutherford a réalisé une expérience qui allait tout changer. Il a bombardé une fine feuille d'or avec des particules alpha, qui sont des noyaux d'hélium. Si le modèle de Thomson était correct, toutes les particules auraient dû traverser la feuille sans être déviées, car la charge positive serait répartie uniformément dans tout l'atome. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La plupart des particules alpha traversaient effectivement la feuille d'or sans problème. Mais certaines, une sur environ 8000, étaient déviées à des angles importants. Et quelques-unes, encore plus rares, rebondissaient carrément en arrière, comme si elles avaient heurté quelque chose de massif et de dur. Rutherford lui-même a décrit son étonnement en disant que c'était comme si on avait tiré un obus de 15 pouces sur une feuille de papier de soie et qu'il était revenu frapper le tireur. La conclusion était inévitable. La charge positive et la quasi-totalité de la masse de l'atome étaient concentrées dans un volume minuscule au centre. C'est ce que Rutherford a appelé le noyau atomique.
Et autour de ce noyau, les électrons devaient se trouver quelque part dans l'espace vide environnant. Le modèle planétaire de l'atome était né, un petit noyau central et des électrons qui orbitent autour, exactement comme les planètes orbitent autour du Soleil. C'est un modèle magnifique. Il est intuitif, il est élégant et il est satisfaisant pour notre cerveau qui aime les analogies. Mais il posait un problème fondamental que les physiciens de l'époque connaissaient très bien. Selon les lois de l'électromagnétisme classique, développées par James Clerk Maxwell quelques décennies plus tôt, une charge électrique qui accélère émet du rayonnement électromagnétique. Or, un électron qui tourne en cercle autour du noyau est en permanence en train d'accélérer, car même si sa vitesse ne change pas, sa direction change constamment. L'électron devrait donc rayonner de l'énergie en continu, perdre de la vitesse et finir par s'écraser sur le noyau en une fraction de seconde. D'après les calculs, tous les atomes de l'univers auraient dû s'effondrer en environ 0,0000000000001 seconde. Évidemment, les atomes ne s'effondrent pas. La matière existe. Vous existez. Ce livre que vous tenez, cet écran que vous regardez, l'air que vous respirez, tout cela est fait d'atomes stables. Il y avait donc quelque chose de fondamentalement incorrect dans notre compréhension. Le modèle planétaire, aussi beau soit-il, ne pouvait pas être la réponse complète. C'est alors que Niels Bohr, un jeune physicien danois, est entré en scène en 1913. Bohr a proposé une solution audacieuse. Et si les électrons ne pouvaient exister que sur certaines orbites bien précises? Et si, sur ces orbites spéciales, ils ne rayonnaient pas d'énergie? C'était une hypothèse ad hoc, sans justification théorique profonde. Mais elle fonctionnait remarquablement bien pour l'atome d'hydrogène. Elle expliquait les raies spectrales que les physiciens observaient depuis des décennies, ces fréquences précises de lumière que l'hydrogène émet ou absorbe. Le modèle de Bohr était un pas dans la bonne direction, mais il restait profondément insatisfaisant. Pourquoi certaines orbites seraient-elles autorisées et pas d'autres? Qu'est-ce qui empêchait l'électron de rayonner? Ces questions n'avaient pas de réponse dans le cadre de la physique classique. La réponse allait venir d'une révolution intellectuelle sans précédent, la mécanique quantique. Au milieu des années 1920, la mécanique quantique était en pleine construction. Les physiciens développaient un nouveau formalisme mathématique pour décrire le comportement des particules à l'échelle atomique. Et dans ce contexte, deux jeunes physiciens néerlandais, Samuel Goudsmit et George Uhlenbeck, ont fait une découverte qui allait ajouter une couche de complexité supplémentaire. En 1925, Goudsmit et Uhlenbeck étudiaient les spectres atomiques, c'est-à-dire les motifs de lumière émis par les atomes quand on les excite. Ils ont remarqué que certaines raies spectrales, qu'on s'attendait à voir simples, étaient en fait dédoublées. Il y avait deux raies, là où il n'aurait dû y en avoir qu'une seule. Ce phénomène, appelé structure fine, ne pouvait pas être expliqué par les propriétés connues de l'électron à l'époque. Goudsmit et Uhlenbeck ont alors proposé une idée audacieuse. L'électron devait posséder une propriété supplémentaire, une sorte de moment angulaire intrinsèque. Par analogie avec une toupie ou une planète qui tourne sur elle-même, ils ont appelé cette propriété le spin. L'idée était que l'électron, en plus de tourner autour du noyau, tournait aussi sur son propre axe, exactement comme la Terre tourne sur elle-même, tout en orbitant autour du Soleil. Cette analogie était séduisante et elle a immédiatement permis d'expliquer le dédoublement des raies spectrales. Le spin pouvait prendre deux valeurs, que les physiciens ont appelées spin up et spin down, correspondant à une rotation dans un sens ou dans l'autre. Avec cette nouvelle propriété, les calculs tombaient justes. Le modèle fonctionnait, mais très rapidement, un problème est apparu. Si l'électron tournait réellement sur lui-même, on pouvait calculer à quelle vitesse sa surface devait se déplacer pour produire le moment angulaire observé. Et le résultat était catastrophique. Pour que l'électron, avec sa taille estimée à l'époque, génère le moment angulaire mesuré,
sa surface aurait dû se déplacer à une vitesse bien supérieure à celle de la lumière. Or, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, publiée 20 ans plus tôt en 1905, établissait clairement que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans le vide. Ce calcul aurait dû être un signal d'alarme. Il montrait que le spin ne pouvait pas être une rotation classique. Mais le mot spin, qui signifie tourner en anglais, était déjà entré dans le vocabulaire de la physique, et il y est resté. C'est l'un des plus grands malentendus terminologiques de l'histoire des sciences. Encore aujourd'hui, des générations d'étudiants en physique apprennent le mot spin et s'imaginent naturellement que l'électron tourne. Il ne tourne pas. L'anecdote raconte que Goudsmit et Uhlenbeck ont hésité avant de publier leur article. Ils ont consulté Hendrik Lorentz, le grand physicien néerlandais, qui leur a fait remarquer le problème de la vitesse supraluminique. Découragés, ils ont voulu retirer leur article, mais leur directeur de thèse, Paul Ehrenfest, l'avait déjà envoyé au journal. Ehrenfest aurait dit « Vous êtes tous les deux assez jeunes pour pouvoir vous permettre de faire une bêtise. » En réalité, ce n'était pas une bêtise. Le spin existe bel et bien. C'est juste que ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Wolfgang Pauli, l'un des physiciens les plus brillants et les plus caustiques de cette époque, avait d'abord rejeté l'idée du spin. Il trouvait le concept de rotation intrinsèque de l'électron absurde, et il avait raison sur ce point. Mais quand Paul Dirac a développé son équation relativiste de l'électron en 1928, le spin est apparu naturellement dans les mathématiques, sans qu'on ait besoin de l'ajouter à la main. L'équation de Dirac montrait que le spin n'était pas un ajout artificiel, mais une conséquence inévitable de la combinaison de la mécanique quantique et de la relativité restreinte. C'était une propriété fondamentale de l'électron, aussi intrinsèque que sa masse ou sa charge électrique. Richard Feynman était obsédé par la clarté. Il détestait les explications vagues, les analogies trompeuses, et surtout, il détestait que les gens prétendent comprendre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et le spin de l'électron était, à ses yeux, l'un des exemples les plus flagrants de cette confusion collective. Dans ses célèbres Feynman Lectures on Physics, un cours qu'il a donné au California Institute of Technology dans les années 1960 et qui est devenu l'un des textes de physique les plus influents jamais écrits, Feynman consacre plusieurs chapitres à la mécanique quantique. Et il est catégorique. Le spin de l'électron n'est pas une rotation. Ce n'est pas comme une rotation. Ce n'est pas analogue à une rotation. C'est quelque chose qui n'a aucun équivalent dans le monde classique. Et toute tentative de le visualiser en termes de rotation est non seulement inutile, mais activement trompeuse. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce que le spin fait réellement en mécanique quantique. Le spin est ce qu'on appelle un nombre quantique intrinsèque. C'est une propriété de l'électron qui détermine comment il interagit avec les champs magnétiques, comment il se combine avec d'autres particules et quels états quantiques il peut occuper. Le spin de l'électron a une valeur de 1,5, ce qui signifie que lorsqu'on mesure la composante du spin dans une direction donnée, on obtient soit plus 1,5, soit moins 1,5, en unité de la constante de Planck réduite. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment étranges. Et c'est exactement le genre de choses étranges que Feynman aimait mettre en lumière. Si l'électron tournait réellement, comme une toupie, il faudrait le faire tourner de 360 degrés pour qu'il revienne à son état initial. C'est ce qui se passe avec tous les objets classiques. Vous prenez une toupie, vous la faites tourner d'un tour complet, et elle est exactement dans le même état qu'au départ. Mais l'électron, avec son spin d'1,5, ne fonctionne pas comme ça. Si vous tournez un électron de 360 degrés, son état quantique n'est pas le même qu'au départ. Il est multiplié par moins 1. En termes mathématiques, sa fonction d'onde a changé de signe. Pour que l'électron revienne exactement à son état initial, il faut le tourner de 720 degrés, c'est-à-dire 2 tours complets. Essayez d'imaginer ça avec un objet du quotidien. Prenez une tasse. Faites-la tourner d'un tour complet autour de n'importe quel axe. Elle est revenue à son état initial.
Maintenant, imaginez un objet si étrange que vous devez le faire tourner de 2 tours complets pour qu'il revienne au même état. Un seul tour le transforme en une version inversée de lui-même. Aucun objet macroscopique ne se comporte ainsi. C'est une propriété purement quantique, sans aucun analogue classique. Feynman insistait sur ce point. Il ne s'agit pas d'une rotation classique modifiée. Il ne s'agit pas d'une rotation à laquelle on aurait ajouté une correction quantique. C'est une propriété fondamentalement nouvelle de la nature, qui n'existe tout simplement pas dans le monde que nous percevons avec nos sens. Le mot spin est un vestige historique, un accident linguistique qui continue de semer la confusion. Et ce n'est que le début, car cette propriété de spin demi-entier a des conséquences absolument profondes pour toute la structure de la matière. C'est le spin qui est à l'origine du principe d'exclusion de Pauli, formulé par Wolfgang Pauli en 1925. Ce principe stipule que 2 fermions, c'est-à-dire des particules de spin demi-entiers comme les électrons, ne peuvent pas occuper le même état quantique simultanément. Sans le principe d'exclusion de Pauli, tous les électrons d'un atome s'entasseraient dans l'état d'énergie le plus bas. Il n'y aurait pas de couches électroniques, pas de tableau périodique, pas de chimie, pas de molécules, pas de vie. C'est le spin, cette propriété sans équivalent classique qui structure toute la matière de l'univers. Comme le disait Feynman, c'est l'une des choses les plus importantes et les plus mystérieuses de la physique. Feynman avait une autre façon de présenter cette étrangeté. Il faisait remarquer que si l'on essaie de construire un modèle mécanique du spin, c'est-à-dire un objet physique qui reproduirait toutes les propriétés mathématiques du spin, on échoue systématiquement. Aucune toupie, aucun gyroscope, aucun mécanisme imaginable ne peut reproduire le comportement d'une particule de spin 1/2. La nature fait quelque chose que nos machines ne peuvent pas faire, quelque chose que notre imagination ne peut pas capturer. Si le spin de l'électron est déjà déroutant, attendez de découvrir ce qui se passe quand on essaie simplement de comprendre par où passe un électron. L'expérience de la double fente est, selon Feynman lui-même, le phénomène qui contient tout le mystère de la mécanique quantique. Il disait qu'il est impossible de l'expliquer de manière classique, et qu'en l'examinant attentivement, on voit apparaître le cœur même de la mécanique quantique. Le principe de l'expérience est d'une simplicité trompeuse. Imaginez un mur avec 2 fentes étroites et parallèles. Derrière ce mur, un écran de détection. Maintenant, envoyez des particules vers le mur, une par une. Si vous faites cette expérience avec des balles de tennis, le résultat est exactement ce que vous attendez. Certaines balles passent par la fente de gauche, d'autres par la fente de droite. Et sur l'écran de détection, vous voyez 2 bandes, une derrière chaque fente. C'est le comportement normal de particules classiques. Si vous faites cette expérience avec de la lumière, qui est une onde, vous obtenez quelque chose de différent. Les ondes qui passent par les 2 fentes interfèrent entre elles, créant sur l'écran un motif d'interférence, une série de bandes alternativement lumineuses et sombres. Aux endroits où les crêtes des 2 ondes coïncident, elles s'ajoutent et la lumière est intense. Aux endroits où une crête coïncide avec un creux, elle s'annule et il fait sombre. C'est un comportement typiquement ondulatoire. Maintenant, faites cette expérience avec des électrons. Envoyez-les un par un, si lentement que seul un électron à la fois traverse le dispositif. Chaque électron individuel frappe l'écran en un point précis, comme une particule. Pas de doute là-dessus. Mais si vous accumulez les impacts de milliers d'électrons, un motif commence à apparaître sur l'écran. Et ce motif n'est pas 2 bandes. C'est un motif d'interférence, exactement comme celui que produisent les ondes. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque électron passe à travers le dispositif individuellement. Il n'y a jamais 2 électrons en même temps. Et pourtant, le motif qui se forme est un motif d'interférence, ce qui signifie que chaque électron individuel interfère avec quelque chose. Mais avec quoi? Il n'y a pas d'autre électron avec lequel interférer. La seule conclusion possible est que l'électron interfère avec lui-même. D'une manière ou d'une autre,
Chaque électron individuel passe par les deux fentes simultanément. Feynman était fasciné par ce résultat et il y revenait constamment dans ses cours et ses écrits. Pour lui, cette expérience résumait tout le mystère quantique en une seule démonstration. L'électron n'est pas une particule au sens classique du terme. Il n'emprunte pas un chemin défini. Il existe dans un état de superposition, passant simultanément par toutes les trajectoires possibles jusqu'au moment où il est détecté. Mais l'expérience a une suite encore plus troublante. Supposez que vous voulez savoir par quelle fente l'électron passe réellement. Vous installez un détecteur près d'une des fentes, un dispositif qui vous indique si l'électron est passé par là. Vous refaites l'expérience. Et cette fois, le motif d'interférence disparaît. Vous obtenez deux bandes, exactement comme avec des balles de tennis. Le simple fait d'observer par quelle fente passe l'électron détruit le motif d'interférence. L'acte de mesure change le résultat de l'expérience. Ce n'est pas une question de maladresse expérimentale. Ce n'est pas que le détecteur perturbe l'électron. C'est un aspect fondamental de la mécanique quantique. L'information sur le chemin emprunté par l'électron et l'interférence quantique sont mutuellement exclusives. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Feynman résumait cette situation avec une clarté brutale. Personne ne comprend la mécanique quantique. Ce n'était pas un aveu d'échec. C'était la reconnaissance que notre cerveau, qui a évolué pour naviguer dans un monde d'objets macroscopiques, n'est tout simplement pas équipé pour saisir intuitivement ce qui se passe à l'échelle quantique. Nous pouvons le décrire mathématiquement avec une précision extraordinaire, mais nous ne pouvons pas le comprendre au sens où nous comprenons le mouvement d'une balle lancée en l'air. L'expérience de la double fente a été réalisée de nombreuses fois depuis ses premières versions conceptuelles. En 1961, Klaus Johnson a réalisé l'expérience avec des électrons et a observé des franges d'interférence. En 1989, Akira Tonomura et ses collègues ont réalisé la version la plus spectaculaire. Ils ont envoyé les électrons un par un et ont filmé la formation progressive du motif d'interférence. Les résultats sont exactement ceux que la mécanique quantique prédit. Et ils sont exactement aussi étranges que Feynman le disait. L'une des choses les plus perturbantes que l'on découvre quand on explore l'intérieur de l'atome, c'est qu'il existe des limites fondamentales à ce que l'on peut savoir. Ces limites ne sont pas dues à nos instruments imparfaits ou à notre technologie insuffisante. Elles sont inscrites dans les lois mêmes de la nature. C'est ce qu'exprime le principe d'incertitude de Heisenberg, formulé par Werner Heisenberg en 1927. Le principe d'incertitude stipule qu'il est fondamentalement impossible de connaître simultanément et avec une précision parfaite la position et la quantité de mouvement d'une particule. Plus vous mesurez précisément la position d'un électron, moins vous pouvez connaître sa vitesse. Et inversement. Ce n'est pas une question de technologie. Même avec des instruments parfaits, cette limitation persiste. C'est une propriété intrinsèque de la nature. Feynman avait une manière très éclairante d'expliquer pourquoi ce principe est inévitable. Pour observer un électron, vous devez interagir avec lui. La méthode la plus simple serait de l'éclairer, c'est-à-dire de lui envoyer un photon de lumière qui rebondirait sur l'électron et reviendrait vers votre détecteur. Mais voici le problème. Pour déterminer précisément la position de l'électron, vous avez besoin d'un photon de courte longueur d'onde, ce qui signifie un photon de haute énergie. Or, ce photon de haute énergie, en frappant l'électron, va lui donner un coup et modifier sa vitesse de manière imprévisible. Vous connaissez sa position, mais vous avez perdu l'information sur sa vitesse. Si, à l'inverse, vous utilisez un photon de basse énergie, de longue longueur d'onde, pour minimiser la perturbation sur la vitesse de l'électron, alors la résolution de votre microscope est trop faible pour déterminer précisément sa position. C'est un dilemme fondamental, pas un problème technique. Mathématiquement, le principe s'exprime par une inégalité célèbre. Le produit de l'incertitude sur la position et de l'incertitude sur la quantité de mouvement est toujours supérieur ou égal à la constante de Planck réduite divisée par 2. La constante de Planck réduite, notée h bar, est un nombre extraordinairement petit.
de l'ordre de 1,05 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. C'est si petit que dans le monde macroscopique, le principe d'incertitude est complètement négligeable. Mais à l'échelle atomique, il domine tout. Ce principe a des conséquences profondes pour la structure de l'atome. Il explique pourquoi l'électron ne peut pas simplement tomber sur le noyau. Si l'électron était localisé exactement sur le noyau, sa position serait connue avec une grande précision. Le principe d'incertitude imposerait alors une énorme incertitude sur sa quantité de mouvement, ce qui signifierait une énergie cinétique moyenne très élevée. Cette énergie finirait par repousser l'électron loin du noyau. Il existe donc un équilibre entre l'attraction électrique qui tire l'électron vers le noyau et l'énergie quantique due au principe d'incertitude qui l'empêche de s'en approcher trop. C'est cet équilibre qui détermine la taille des atomes. Feynman utilisait souvent cet argument pour montrer que la stabilité de la matière est un phénomène purement quantique. Sans le principe d'incertitude, les atomes s'effondreraient, la matière n'existerait pas, et l'univers serait un océan de noyaux nus et d'électrons écrasés. C'est la mécanique quantique, avec toute son étrangeté, qui donne à la matière sa structure et sa stabilité. Le principe d'incertitude ne se limite pas à la position et à la quantité de mouvement. Il existe des relations d'incertitude similaires pour d'autres paires de grandeurs physiques, comme l'énergie et le temps. L'incertitude sur l'énergie d'un système multipliée par l'incertitude sur le temps pendant lequel cette énergie est mesurée est aussi supérieure ou égale à h bar sur 2. Cette relation énergie-temps a des conséquences spectaculaires, comme nous le verrons plus tard quand nous parlerons des particules virtuelles et de l'effet tunnel. Ce que Feynman soulignait sans cesse, c'est que le principe d'incertitude n'est pas une limitation de nos connaissances. C'est une propriété de la réalité elle-même. L'électron n'a pas une position et une vitesse précises que nous ne pouvons simplement pas mesurer. Il n'a littéralement pas de position et de vitesse simultanément bien définies. La réalité quantique est fondamentalement floue, et cette imprécision n'est pas un défaut de notre vision, mais une caractéristique de ce que signifie exister à l'échelle atomique. Si le principe d'incertitude limite ce que nous pouvons savoir, la superposition quantique va encore plus loin. Elle remet en question notre conception même de ce que signifie être quelque part. Dans le monde classique, un objet est toujours dans un état défini. Une pièce de monnaie posée sur une table montre soit face, soit pile. Un chat est soit vivant, soit mort. Un électron est soit ici, soit là. Mais dans le monde quantique, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Un électron dans un atome n'est pas à un endroit précis, en train de tourner autour du noyau. Il existe dans ce qu'on appelle un état de superposition, une combinaison mathématique de tous les endroits où il pourrait être. Il est, en un sens très réel, partout à la fois. Pas quelque part, mais on ne sait pas où. Partout, simultanément. Feynman expliquait cela en utilisant le concept de fonction d'onde, introduit par Erwin Schrödinger en 1926. La fonction d'onde est une description mathématique complète de l'état quantique d'une particule. Pour un électron dans un atome, la fonction d'onde donne la probabilité de trouver l'électron à chaque point de l'espace. Et cette fonction d'onde n'est pas localisée en un point. Elle s'étend dans tout l'espace autour du noyau, formant ce qu'on appelle un nuage de probabilité ou un orbital atomique. Les orbitaux atomiques sont les véritables formes des électrons dans les atomes, et ils ne ressemblent en rien aux orbites circulaires du modèle planétaire. Le premier orbital, celui de plus basse énergie, est une sphère centrée sur le noyau. L'électron a la probabilité la plus élevée d'être trouvé à une certaine distance du noyau, mais il pourrait en principe être trouvé n'importe où. Les orbitaux de plus haute énergie ont des formes encore plus exotiques, des formes de ballons de rugby, de trèfles, de donuts, de configurations complexes avec des lobes pointant dans différentes directions. Ce qui est crucial, c'est que ces formes ne sont pas les trajectoires de l'électron. L'électron ne se déplace pas le long de ces formes. Ces formes sont l'électron, au sens où elles décrivent la répartition spatiale de la probabilité de présence de l'électron.
et tant que personne ne mesure la position de l'électron, il n'a pas de position. Il est réparti dans tout l'orbital. Le paradoxe du chat de Schrödinger, proposé par Erwin Schrödinger en 1935, illustre l'absurdité apparente de la superposition quand on l'applique au monde macroscopique. Imaginez un chat dans une boîte, avec un dispositif qui peut libérer du poison en fonction de la désintégration d'un atome radioactif. Selon la mécanique quantique, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, l'atome est dans une superposition de désintégré et non désintégré, ce qui signifie que le chat est dans une superposition de vivant et mort. Ce n'est qu'au moment où on ouvre la boîte et qu'on observe le chat que la superposition s'effondre et que le chat est définitivement vivant ou mort. Schrödinger avait proposé ce paradoxe non pas parce qu'il croyait que les chats pouvaient être vivants et morts en même temps, mais pour montrer à quel point la mécanique quantique semblait absurde. Et pourtant, à l'échelle atomique, la superposition est un fait expérimental incontestable. Les électrons, les photons et même des molécules de plus en plus grandes ont été observés dans des états de superposition. Feynman n'aimait pas particulièrement le paradoxe du chat de Schrödinger. Il le trouvait confus et distrayant. Pour lui, le véritable mystère n'était pas dans les expériences de pensée abstraites, mais dans les expériences réelles, comme la double fente. Le motif d'interférence observé avec des électrons individuels est une preuve directe et spectaculaire de la superposition. Chaque électron passe simultanément par les deux fentes. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une façon de parler, c'est ce qui se passe réellement. L'un des aspects les plus troublants de la superposition est que l'acte de mesure semble la détruire. Quand vous mesurez la position d'un électron, vous le trouvez à un endroit précis. La superposition a choisi un résultat. Mais comment? Pourquoi ce résultat et pas un autre? Qu'est-ce qu'une mesure exactement? Ces questions, connues collectivement sous le nom de problème de la mesure, sont parmi les plus profondes et les plus controversées de toute la physique. Et comme nous allons le voir, Feynman avait une approche unique pour y répondre, ou plutôt pour contourner le problème. Le problème de la mesure en mécanique quantique est peut-être le plus profond de toute la physique moderne. Et c'est l'une de ces choses étranges qui arrivent quand on investigue l'intérieur de l'atome qui a hanté les physiciens pendant près d'un siècle. Voici le problème, formulé aussi simplement que possible. La mécanique quantique décrit les systèmes physiques à l'aide de fonctions d'onde. Ces fonctions d'onde évoluent dans le temps de manière parfaitement déterministe, selon l'équation de Schrödinger. Si vous connaissez la fonction d'onde à un instant donné, vous pouvez calculer exactement ce qu'elle sera à n'importe quel moment futur. Jusque-là, tout va bien. Mais quand vous effectuez une mesure sur le système, quelque chose de radicalement différent se produit. La fonction d'onde ne suit plus l'équation de Schrödinger. Elle s'effondre instantanément en un des résultats possibles. Si l'électron était dans une superposition de ici et là-bas, après la mesure, il est définitivement ici ou définitivement là-bas. L'effondrement est aléatoire. La mécanique quantique ne peut prédire que la probabilité de chaque résultat, pas lequel se produira effectivement. Il y a donc deux processus complètement différents en mécanique quantique. L'évolution déterministe, selon l'équation de Schrödinger, quand personne ne regarde, et l'effondrement aléatoire de la fonction d'onde quand on mesure. Mais qu'est-ce qui distingue une mesure d'une simple interaction physique? Un photon qui rebondit sur un électron, est-il une mesure? Un atome voisin qui interagit avec l'électron, est-il un observateur? Faut-il un être conscient pour provoquer l'effondrement? Ces questions peuvent sembler philosophiques, mais elles ont des conséquences physiques réelles. L'interprétation de Copenhague, formulée principalement par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920, est la réponse standard. Elle dit essentiellement que la fonction d'onde n'est pas une description de la réalité physique elle-même, mais un outil pour calculer les probabilités des résultats de mesure. L'effondrement se produit quand un système quantique interagit avec un appareil de mesure classique. On ne pose pas la question de ce qui se passe vraiment entre les mesures, car cette question n'a pas de sens dans le cadre de la théorie. Feynman était pragmatique face à ce débat. Il n'aimait pas beaucoup les discussions philosophiques
sur l'interprétation de la mécanique quantique. Sa position était essentiellement: les mathématiques fonctionnent, les prédictions sont vérifiées par les expériences avec une précision extraordinaire, et chercher une explication classique de ce qui se passe est une perte de temps, car il n'y en a tout simplement pas. La nature fonctionne d'une certaine manière à l'échelle quantique, et cette manière ne correspond à aucun de nos modèles intuitifs. Mais Feynman avait aussi développé sa propre approche de la mécanique quantique, l'intégrale de chemin, qui offre une perspective différente et fascinante sur le problème de la mesure. Au lieu de parler de fonctions d'ondes qui s'effondrent, Feynman parlait de sommes sur toutes les histoires possibles. Et cette approche, comme nous allons le voir, est peut-être la manière la plus profonde de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde quantique. D'autres interprétations existent et méritent d'être mentionnées. L'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett en 1957, suggère que la fonction d'onde ne s'effondre jamais. À chaque mesure, l'univers se divise en autant de branches qu'il y a de résultats possibles, et chaque branche réalise un résultat différent. L'interprétation de Bohm, ou mécanique bohmienne, développée par David Bohm en 1952, restaure le déterminisme en introduisant des variables cachées, mais au prix de la non-localité. La décohérence quantique, développée à partir des années 1970, explique pourquoi la superposition disparaît dans les systèmes macroscopiques sans résoudre complètement le problème de la mesure. Ce qui est remarquable, c'est qu'après près de 100 ans de débat, le problème de la mesure n'est toujours pas résolu. Les différentes interprétations donnent toutes les mêmes prédictions expérimentales. Elles sont indistinguables par l'expérience. Le choix entre elles est, en un sens, une question de goût ou de préférence philosophique. Et cela, en soi, est profondément étrange. Nous avons une théorie qui fonctionne incroyablement bien, mais nous ne savons pas ce qu'elle signifie. En 1948, Richard Feynman a proposé une reformulation radicale de la mécanique quantique. Au lieu de l'approche traditionnelle basée sur les fonctions d'onde et l'équation de Schrödinger, Feynman a développé ce qu'on appelle la formulation par intégrale de chemin, aussi connue sous le nom de somme sur les histoires. Cette approche est mathématiquement équivalente à la mécanique quantique standard, mais elle offre une perspective conceptuellement très différente et à bien des égards plus éclairante. L'idée fondamentale est la suivante. Quand une particule, disons un électron, se déplace du point A au point B, la mécanique classique dit qu'elle suit un chemin unique, celui qui minimise une certaine quantité, appelée l'action. C'est le principe de moindre action, l'un des piliers de la physique classique. La balle lancée en l'air suit une parabole, la planète suit une ellipse, et ainsi de suite. Feynman dit non. En mécanique quantique, l'électron emprunte tous les chemins possibles simultanément. Pas seulement le chemin classique, pas seulement les chemins raisonnables. Tous les chemins en ligne droite, les chemins en zigzag, les chemins qui font des boucles, les chemins qui vont à l'autre bout de la galaxie avant de revenir, les chemins qui remontent le temps, absolument tous. Chacun de ces chemins contribue à la probabilité totale que l'électron aille de A à B. Mais la contribution de chaque chemin dépend d'une quantité appelée la phase, qui est liée à l'action classique le long de ce chemin. Les chemins proches du chemin classique ont des phases similaires et interfèrent constructivement. Leurs contributions s'ajoutent. Les chemins très différents du chemin classique ont des phases très variées et interfèrent destructivement. Leurs contributions s'annulent mutuellement. Dans la limite classique, quand les objets sont suffisamment grands, cette interférence destructive est tellement efficace que seul le chemin classique survit. C'est pourquoi les balles de tennis suivent des paraboles et les planètes suivent des ellipses. Mais à l'échelle quantique, de nombreux chemins non classiques contribuent significativement. Et c'est ce qui donne naissance à tous les phénomènes quantiques étranges. L'intégrale de chemin offre une explication naturelle de l'expérience de la double fente. Quand un électron passe à travers un écran avec deux fentes, les chemins qui contribuent sont ceux qui passent par la fente de gauche et ceux qui passent par la fente de droite. Les deux ensembles de chemins contribuent
simultanément, et leurs interférences créent le motif d'interférence observé sur l'écran. Ce qui rend l'approche de Feynman si puissante, c'est qu'elle n'a pas besoin du concept d'effondrement de la fonction d'onde. Il n'y a pas de moment magique où la fonction d'onde choisit un résultat. Il y a simplement une somme sur toutes les possibilités, et les probabilités émergent naturellement de cette somme. C'est une vision de la réalité quantique qui est, d'une certaine manière, plus simple et plus élégante que l'interprétation de Copenhague, même si les mathématiques sont souvent plus complexes. Feynman aimait illustrer sa méthode avec des exemples concrets. Imaginez, disait-il, que vous voulez calculer la probabilité qu'un photon soit réfléchi par une surface de verre. En optique classique, la réponse est simple. Environ 4% de la lumière est réfléchie par une surface de verre ordinaire. Mais comment arrive-t-on à ce 4%? Selon Feynman, il faut considérer toutes les manières dont le photon peut être réfléchi. Il peut être réfléchi par la surface supérieure du verre. Il peut aussi pénétrer dans le verre, atteindre la surface inférieure, être réfléchi là et ressortir par le haut. Il peut faire 2 allers-retours à l'intérieur du verre avant de ressortir. 3, 4. Un nombre infini. Chacune de ces possibilités contribue une petite flèche, ce que Feynman appelait les amplitudes de probabilité. Et en additionnant toutes ces flèches, en tenant compte de leur direction, on obtient la probabilité finale de 4%. Ce n'est pas une abstraction. Ce n'est pas une astuce de calcul. C'est, selon Feynman, ce qui se passe réellement. Le photon fait effectivement toutes ces choses simultanément. Et la raison pour laquelle nous observons un résultat défini, c'est que la grande majorité des contributions s'annulent mutuellement, ne laissant qu'un résultat net bien défini. L'intégrale de chemin a été extraordinairement féconde en physique théorique. Elle est devenue l'outil standard en théorie quantique des champs, en physique des particules et même en gravitation quantique. C'est à travers cette formulation que Feynman a développé l'électrodynamique quantique, la théorie qui lui a valu le prix Nobel. L'électrodynamique quantique, souvent abrégée en QED pour Quantum Electrodynamics, est la théorie quantique de l'interaction entre la lumière et la matière. C'est la théorie qui décrit comment les électrons interagissent avec les photons, et par extension, comment fonctionne toute la chimie, toute l'optique, toute l'électricité, et pratiquement toute la physique que nous expérimentons au quotidien. Et c'est l'œuvre majeure de Richard Feynman, développée indépendamment par Julian Schwinger et Shinichiro Tomonaga, qui leur a valu à tous les trois le prix Nobel de physique en 1965. La QED est souvent citée comme la théorie la plus précise jamais conçue par l'esprit humain. Certaines de ses prédictions ont été vérifiées expérimentalement avec une précision de plus de 10 chiffres significatifs. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, c'est comme prédire la distance entre Paris et New York, avec une précision de l'épaisseur d'un cheveu. Aucune autre théorie dans aucune autre science n'atteint ce niveau de précision. L'un des résultats les plus célèbres de la QED est le calcul du moment magnétique anormal de l'électron. En physique classique, et même dans la mécanique quantique non relativiste, le rapport entre le moment magnétique de l'électron et son spin, appelé le facteur G, devrait être exactement égal à 2. Mais l'équation de Dirac donnait déjà une petite correction, et la QED, en tenant compte des interactions entre l'électron et les photons virtuels du vide quantique, donne une valeur légèrement différente de 2. La valeur théorique du facteur G de l'électron, calculée par la QED, concorde avec la valeur mesurée expérimentalement jusqu'à la 12e décimale. C'est un accord si extraordinaire qu'il défie l'imagination. Et il prouve, de manière aussi convaincante que possible, que la mécanique quantique, malgré toute son étrangeté, est une description correcte de la nature. Mais la QED est aussi la théorie qui révèle certaines des choses les plus étranges de la physique quantique. Pour la faire fonctionner, Feynman a dû introduire un concept qui semblait presque magique, les particules virtuelles. Selon la QED, le vide n'est pas vide.
L'espace apparemment vide autour d'un électron est en réalité un bouillonnement incessant de particules qui apparaissent et disparaissent en permanence. Des paires de particules et d'antiparticules, comme des paires électrons-positrons, surgissent spontanément du néant, existent pendant une fraction de seconde inimaginablement courte, puis s'annihilent mutuellement et disparaissent. Ces particules sont appelées virtuelles parce qu'elles ne peuvent pas être directement observées, mais leurs effets sont bien réels et mesurables. Comment est-il possible que des particules apparaissent à partir de rien? La réponse réside dans la relation d'incertitude énergie-temps de Heisenberg. Pendant un intervalle de temps suffisamment court, l'énergie peut fluctuer suffisamment pour créer des particules. Tant que la paire particules-antiparticules s'annihile assez rapidement, la conservation de l'énergie n'est pas violée en moyenne. C'est comme si la nature faisait un emprunt d'énergie qu'elle rembourse presque instantanément. Les diagrammes de Feynman, ces petits dessins que Feynman a inventés pour représenter graphiquement les calculs de la QED, sont devenus l'un des outils les plus reconnaissables de la physique moderne. Chaque diagramme représente une manière possible dont une interaction peut se produire. Les lignes droites représentent les particules de matière comme les électrons. Les lignes ondulées représentent les photons. Les points où les lignes se rencontrent, appelés vertex, représentent les interactions fondamentales. Pour calculer la probabilité d'un processus donné, il faut dessiner tous les diagrammes possibles et additionner leurs contributions. Les diagrammes les plus simples donnent la contribution la plus importante. Les diagrammes plus complexes, avec plus de boucles et de particules virtuelles, donnent des corrections de plus en plus petites. C'est ce qu'on appelle la théorie des perturbations, et la QED fonctionne extraordinairement bien dans ce cadre, parce que la constante de couplage de l'interaction électromagnétique, la constante de structure fine, est un petit nombre, environ 1 sur 137. Feynman a raconté dans ses mémoires que quand il a présenté ces diagrammes pour la première fois lors d'une conférence en 1948, beaucoup de physiciens chevronnés les ont accueillis avec scepticisme, voire avec hostilité. Julian Schwinger, qui avait développé une approche mathématiquement plus rigoureuse, mais beaucoup plus complexe, était particulièrement méfiant. Ce n'est que lorsque Freeman Dyson a montré en 1949 que les approches de Feynman et de Schwinger étaient mathématiquement équivalentes que la communauté scientifique a accepté les diagrammes de Feynman. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans pratiquement tous les domaines de la physique théorique. Voici une autre chose étrange qui se passe à l'intérieur de l'atome, une chose qui défie complètement notre intuition classique. L'effet tunnel quantique. Imaginez que vous lancez une balle contre un mur. Si la balle n'a pas assez d'énergie pour passer par-dessus le mur, elle rebondit. Toujours. Sans exception. C'est la physique classique, et c'est ce que notre expérience quotidienne nous confirme. Mais à l'échelle quantique, une particule qui n'a pas assez d'énergie pour franchir une barrière peut quand même la traverser. L'électron peut passer à travers le mur. Pas par-dessus, pas par un trou, mais à travers. C'est comme si la balle, au lieu de rebondir, disparaissait d'un côté du mur et réapparaissait de l'autre. C'est l'effet tunnel, et c'est un phénomène quantique bien réel, confirmé par d'innombrables expériences. Comment est-ce possible? La réponse réside, encore une fois, dans la nature ondulatoire de la matière. La fonction d'onde de l'électron, qui décrit la probabilité de sa présence, ne tombe pas brusquement à zéro quand elle rencontre une barrière de potentiel. Elle décroît de manière exponentielle à l'intérieur de la barrière. Mais si la barrière n'est pas trop épaisse ou trop haute, il reste une probabilité non nulle que l'électron se trouve de l'autre côté. L'électron n'a pas sauté par-dessus la barrière. Sa fonction d'onde s'étend au-delà de la barrière, et il existe donc une probabilité de le trouver de l'autre côté. L'effet tunnel a des conséquences pratiques énormes. C'est lui qui permet la désintégration alpha des noyaux radioactifs. Les particules alpha à l'intérieur du noyau n'ont pas assez d'énergie pour franchir la barrière de potentiel nucléaire, mais elles peuvent la traverser par effet tunnel. George Gamow a expliqué ce phénomène en 1928, et c'était l'une des premières applications spectaculaires de la mécanique quantique au monde réel.
L'effet tunnel est aussi à la base du fonctionnement du microscope à effet tunnel, inventé par Gerd Binig et Heinrich Rohrer en 1981, qui leur a valu le prix Nobel de physique en 1986. Cet instrument utilise le courant tunnel entre une pointe métallique extrêmement fine et une surface pour obtenir des images de la surface à l'échelle atomique. On peut littéralement voir les atomes individuels grâce à l'effet tunnel. L'effet tunnel joue aussi un rôle crucial dans le fonctionnement des semi-conducteurs et donc de toute l'électronique moderne. Les diodes tunnel, inventées par Leo Esaki en 1957, exploitent directement cet effet pour fonctionner. Sans l'effet tunnel, nos ordinateurs, nos téléphones et pratiquement toute notre technologie moderne n'existeraient pas. Et l'effet tunnel est même responsable du fonctionnement du Soleil. Les réactions de fusion nucléaire qui alimentent notre étoile nécessitent que des protons surmontent la répulsion électrique entre eux pour se rapprocher suffisamment et fusionner. À la température du cœur du Soleil, environ 15 millions de degrés Celsius, les protons n'ont pas assez d'énergie thermique pour franchir cette barrière coulombienne par des moyens classiques. C'est l'effet tunnel qui leur permet de la traverser. Sans la mécanique quantique, le Soleil ne brillerait pas et la vie sur Terre n'existerait pas. Feynman utilisait l'effet tunnel comme un autre exemple de l'étrangeté fondamentale du monde quantique. Dans son approche par intégrale de chemin, l'effet tunnel s'explique naturellement. Parmi tous les chemins que la particule emprunte, certains passent à travers la barrière. Dans le monde classique, ces chemins ont un coût énergétique prohibitif et ne contribuent pas. Mais dans le monde quantique, ils contribuent, même si leur contribution est généralement faible. C'est la somme de toutes ces contributions improbables qui donne naissance à l'effet tunnel. Si tout ce que nous avons vu jusqu'ici ne suffit pas à vous convaincre que le monde quantique est profondément étrange, alors l'intrication quantique devrait finir le travail. L'intrication est un phénomène qui a tellement troublé Albert Einstein qu'il l'a qualifié d'action fantôme à distance et qu'il l'a utilisé comme argument pour prouver que la mécanique quantique devait être incomplète. Einstein avait tort sur ce point, comme les expériences l'ont montré des décennies plus tard. Mais son intuition que quelque chose de profondément troublant se passait était parfaitement justifiée. Voici ce qu'est l'intrication. Quand deux particules interagissent de certaines manières, elles deviennent intriquées. Leurs états quantiques sont désormais liés de manière indissoluble, peu importe la distance qui les sépare. Si vous mesurez une propriété de l'une des particules, vous connaissez instantanément la propriété correspondante de l'autre, même si elle se trouve à l'autre bout de l'univers. Prenons un exemple concret avec le spin. Supposez que vous créez une paire de particules intriquées, de telle sorte que leurs spins totaux s'annulent. Si vous mesurez le spin de la particule A et trouvez spin-up, alors vous savez immédiatement, avec une certitude absolue, que le spin de la particule B est spin-down, et vice-versa. Cela est vrai quelle que soit la distance entre les deux particules et quelle que soit la rapidité avec laquelle vous faites la mesure. Einstein trouvait cela inacceptable. En 1935, avec ses collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen, il a publié un article célèbre, connu sous le nom de paradoxe EPR, qui argumentait que soit la mécanique quantique était incomplète, c'est-à-dire qu'il existait des variables cachées qui prédéterminaient les résultats des mesures, soit l'information voyageait plus vite que la lumière, ce qui violait la relativité restreinte. Feynman avait un respect immense pour Einstein, mais sur cette question, il était du côté de la mécanique quantique. Il comprenait que l'intrication ne viole pas la relativité, parce qu'elle ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière. Le résultat de la mesure sur la particule A est aléatoire. Ce n'est qu'en comparant les résultats des deux mesures qu'on voit les corrélations. Et cette comparaison nécessite un canal de communication classique, qui ne peut pas être plus rapide que la lumière. La question de savoir si des variables cachées pouvaient expliquer l'intrication a été tranchée par le physicien irlandais John Stuart Bell en 1964.
Bell a montré que si des variables cachées locales existaient, certaines corrélations statistiques entre les mesures sur des particules intriquées ne pourraient pas dépasser une certaine limite, connue sous le nom d'inégalité de Bell. Les premières expériences véritablement convaincantes pour tester les inégalités de Bell ont été réalisées par Alain Aspect et ses collègues à Paris en 1982. Les résultats étaient sans appel. Les inégalités de Bell étaient violées, exactement comme la mécanique quantique le prédisait. Il n'y a pas de variable cachée locale. L'intrication est réelle et la nature est fondamentalement non locale au niveau quantique. En 2022, Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger ont reçu le prix Nobel de physique pour leurs expériences avec des photons intriqués, établissant la violation des inégalités de Bell et ouvrant la voie à la science de l'information quantique. C'est une reconnaissance tardive, mais méritée de l'importance fondamentale de l'intrication quantique. L'intrication est au cœur de technologies émergentes comme l'ordinateur quantique et la cryptographie quantique. Mais au-delà de ces applications, elle nous dit quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Le monde quantique n'est pas un ensemble de particules indépendantes qui interagissent localement. C'est un tissu de corrélations non locales, où les propriétés des particules sont définies par leur relation avec d'autres particules, parfois à des distances astronomiques. Feynman, qui était à l'avant-garde de la physique quantique, a été l'un des premiers à proposer l'idée d'un ordinateur quantique. Lors d'une conférence en 1981, il a fait remarquer que les ordinateurs classiques ne peuvent pas simuler efficacement les systèmes quantiques, parce que les corrélations quantiques comme l'intrication sont trop complexes. Il a suggéré qu'il faudrait construire un ordinateur qui fonctionne lui-même selon les lois de la mécanique quantique pour simuler efficacement la nature. Cette idée visionnaire est à l'origine de tout le domaine de l'informatique quantique, qui est aujourd'hui l'un des domaines de recherche les plus actifs au monde. Quand on pense au vide, on imagine le néant absolu, un espace complètement vide, sans rien dedans. Mais la mécanique quantique nous dit que le vide véritable n'existe pas. Ce que nous appelons le vide est en réalité l'état de plus basse énergie de l'univers. Et cet état est loin d'être ennuyeux. Il bouillonne d'activité. Les fluctuations quantiques du vide sont une conséquence directe du principe d'incertitude de Heisenberg, appliqué aux champs quantiques. Même dans l'état de plus basse énergie, les champs quantiques ne peuvent pas avoir une valeur exactement nulle partout. Il existe toujours des fluctuations, des variations aléatoires qui créent et détruisent des paires de particules virtuelles en permanence. Feynman a beaucoup travaillé sur la description de ces fluctuations dans le cadre de la QED. Selon ses calculs, chaque point de l'espace est le théâtre d'une activité frénétique invisible. Des paires électrons-positrons apparaissent et disparaissent. Des photons surgissent du néant et se réabsorbent. Et ce balai incessant a des effets physiques mesurables. L'un de ces effets est le décalage de Lamb, découvert par Willis Lamb en 1947. Lamb a observé que deux niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, qui devraient être identiques selon l'équation de Dirac, sont en fait légèrement différents. Cette différence est due aux interactions de l'électron avec les photons virtuels du vide quantique. Le calcul de ce décalage par la QED a été l'un des premiers triomphes de la théorie et a contribué à convaincre la communauté scientifique de sa validité. Un autre effet spectaculaire des fluctuations du vide est l'effet Casimir, prédit par Hendrik Casimir en 1948 et vérifié expérimentalement à partir de 1997. Quand on place deux plaques métalliques parallèles très proches l'une de l'autre dans le vide, les fluctuations quantiques entre les plaques sont restreintes par les conditions aux limites, tandis que les fluctuations à l'extérieur ne le sont pas. Cette différence de pression crée une force attractive entre les plaques. Deux objets dans le vide sont littéralement poussés l'un vers l'autre par le néant. L'énergie du vide pose aussi l'un des problèmes les plus profonds de la physique moderne. Quand on essaie de calculer l'énergie totale des fluctuations du vide, on obtient un résultat infini. C'est l'un des infinis que la technique de renormalisation
développée par Feynman, Schwinger et Tomonaga, permet de maîtriser dans les calculs pratiques. Mais le problème fondamental demeure. Si on essaie d'estimer la densité d'énergie du vide à partir de la théorie quantique des champs, on obtient un nombre environ 120 ordres de grandeur, plus grand que ce que les observations cosmologiques suggèrent. C'est ce qu'on appelle le problème de la constante cosmologique, et c'est sans doute le plus grand désaccord entre théorie et expérience de toute l'histoire de la physique. Feynman était conscient de ce problème et ne prétendait pas avoir de solution. Mais il insistait sur le fait que ces difficultés ne remettaient pas en cause les succès extraordinaires de la QED à l'échelle atomique. La théorie fonctionne merveilleusement bien dans son domaine d'application. Ces problèmes se manifestent uniquement quand on essaie de l'étendre à des échelles où la gravité quantique devrait devenir importante, et nous n'avons pas encore de théorie satisfaisante de la gravité quantique. Voici une autre chose extraordinaire que l'on découvre quand on investigue l'intérieur de l'atome. Il est presque entièrement vide. Et quand je dis presque entièrement, je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup d'espace vide et un peu de matière. Je veux dire que la proportion d'espace vide est si écrasante qu'elle défie la compréhension. Le noyau d'un atome a un diamètre d'environ 1 femtomètre, soit 1 000 milliardième de mètre, soit 10 puissance moins 15 mètres. L'atome dans son ensemble, défini par le nuage électronique, a un diamètre d'environ 1/10 de nanomètre, soit 1/10 milliardième de mètre, soit environ 10 puissance moins 10 mètres. Le rapport entre le diamètre du noyau et le diamètre de l'atome est donc d'environ 1 pour 100 000. Pour visualiser cela, imaginez que le noyau de l'atome est un grain de sable d'1 millimètre de diamètre placé au centre d'un terrain de football. Le premier électron se trouverait quelque part dans les gradins. Et tout l'espace entre le grain de sable et les gradins serait complètement vide. C'est ça, un atome. Cela signifie que la chaise sur laquelle vous êtes assis, qui semble solide et impénétrable, est en réalité composée à plus de 99,99999999999% de vide. Si vous pouviez comprimer toute la matière de votre corps en éliminant l'espace vide à l'intérieur des atomes, vous tiendriez dans un cube de moins d'1 centième de millimètre de côté. Alors pourquoi la matière semble-t-elle solide? Pourquoi votre main ne traverse-t-elle pas la table? La réponse n'est pas que les atomes se touchent. Les atomes ne se touchent jamais au sens classique du terme. La solidité de la matière est due à deux phénomènes quantiques, le principe d'exclusion de Pauli et la répulsion électromagnétique. Quand vous posez votre main sur la table, les nuages électroniques des atomes de votre main et ceux des atomes de la table se rapprochent. Les électrons, étant des fermions de spin 1,5, ne peuvent pas occuper le même état quantique. Quand les nuages électroniques commencent à se chevaucher, le principe d'exclusion de Pauli force les électrons dans des états d'énergie plus élevés, ce qui crée une force de répulsion. C'est cette force quantique, combinée à la répulsion électrostatique entre les nuages électroniques, qui donne à la matière sa rigidité. Feynman trouvait cela fascinant. Il aimait souligner que toutes les forces que nous expérimentons dans la vie quotidienne, à l'exception de la gravité, sont des manifestations de l'interaction électromagnétique entre les nuages électroniques des atomes. La sensation de toucher, la solidité des objets, la friction, l'élasticité, tout cela est de l'électromagnétisme quantique en action. Et tout cela repose sur le spin, cette propriété qui n'est pas une rotation, cette propriété sans équivalent classique qui structure toute la matière. L'une des questions les plus fondamentales que l'on peut poser sur l'électron est « qu'est-ce que c'est » Est-ce une particule, un petit grain de matière localisé dans l'espace? Ou est-ce une onde, une perturbation étendue dans l'espace? La réponse, qui est peut-être la chose la plus étrange de toute la mécanique quantique, est ni l'un ni l'autre. Ou peut-être les deux à la fois. Ou peut-être quelque chose pour lequel nous n'avons tout simplement pas de mots. La dualité onde-particule est au cœur de la mécanique quantique depuis ses débuts. En 1905, Albert Einstein a montré que la lumière,
que l'on considérait depuis Maxwell comme une onde électromagnétique, se comportait aussi comme un flux de particules, les photons, quand elles interagissaient avec la matière. C'est l'explication de l'effet photoélectrique, pour laquelle Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921. En 1924, Louis de Broglie a fait le raisonnement inverse. Si les ondes peuvent se comporter comme des particules, alors les particules devraient se comporter comme des ondes. Il a proposé que toute particule de matière est associée à une onde dont la longueur d'onde est inversement proportionnelle à sa quantité de mouvement. Cette hypothèse audacieuse a été confirmée expérimentalement en 1927 par Clinton Davison et Lester Germer, qui ont observé la diffraction d'électrons par un cristal de nickel, un phénomène typiquement ondulatoire. Feynman avait une position très claire sur la dualité onde-particule. Les termes onde et particule sont tous les deux inadéquats. L'électron n'est pas une onde. L'électron n'est pas une particule. L'électron est un objet quantique, un type d'entité qui n'existe pas dans notre monde macroscopique et pour lequel notre langage n'a pas de mots appropriés. Quand nous disons onde ou particule, nous utilisons des métaphores empruntées au monde classique, et ces métaphores sont nécessairement incorrectes. En certaines circonstances, l'électron se comporte d'une manière qui ressemble à ce que font les ondes classiques. Il interfère, il diffracte, il se propage. En d'autres circonstances, il se comporte d'une manière qui ressemble à ce que font les particules classiques. Il est détecté en un point précis, il transporte une quantité discrète de charge et de masse. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il est quelque chose de nouveau, quelque chose de fondamentalement quantique. Et toute tentative de le réduire à un concept classique est vouée à l'échec. Niels Bohr avait introduit le concept de complémentarité pour aborder cette dualité. Selon Bohr, les descriptions ondulatoires et corpusculaires sont complémentaires. Elles sont toutes les deux nécessaires pour une description complète, mais elles ne peuvent jamais être appliquées simultanément. Feynman, avec son approche par intégrale de chemin, offrait une perspective différente. L'électron emprunte tous les chemins possibles, et selon la manière dont on pose la question expérimentale, la réponse ressemble tantôt à un comportement ondulatoire, tantôt à un comportement corpusculaire. Cette dualité s'applique à tous les objets quantiques, pas seulement aux électrons. Les photons, les protons, les neutrons et même des molécules entières ont été observés en train de montrer des comportements ondulatoires. En 1999, une équipe de Vienne dirigée par Anton Zeilinger a observé l'interférence de molécules de fullerène, composées de 60 atomes de carbone chacune. Ces balles de football moléculaires, qui contiennent des centaines d'électrons, de protons et de neutrons, se comportent comme des ondes quand les conditions sont réunies. Et depuis, des expériences d'interférence ont été réalisées avec des molécules de plus en plus grandes, contenant des milliers d'atomes. Quand Feynman et ses contemporains ont développé l'électrodynamique quantique, ils se sont heurtés à un problème apparemment insurmontable. Les calculs donnaient des résultats infinis, pas juste très grands, infinis. Et un résultat infini est un résultat inutile en physique. Le problème venait des particules virtuelles. Quand on calcule, par exemple, la manière dont un électron interagit avec lui-même en émettant et en réabsorbant des photons virtuels, le résultat inclut des contributions de photons de toutes les énergies possibles, y compris des énergies arbitrairement élevées. Et quand on somme toutes ces contributions, on obtient l'infini. C'est un problème profond, car si la théorie donne des résultats infinis, elle semble être fondamentalement erronée. Pourtant, les prédictions qualitatives de la QED étaient clairement correctes. La théorie décrivait les bons phénomènes, elle capturait la bonne physique. Les infinis semblaient être un problème technique plutôt qu'un problème fondamental. La solution, développée indépendamment par Feynman, Schwinger et Tomonaga entre 1946 et 1949, s'appelle la renormalisation. L'idée est subtile et controversée. En essence,
on absorbe les infinis dans une redéfinition des paramètres physiques de la théorie, comme la masse et la charge de l'électron. La masse et la charge nue de l'électron, c'est-à-dire les valeurs que l'on entre dans les équations fondamentales, sont elles-mêmes infinies. Mais les valeurs habillées, c'est-à-dire les valeurs effectives qui résultent de l'habillage par les particules virtuelles, sont finies et correspondent aux valeurs mesurées expérimentalement. L'infini plus l'infini donne un nombre fini. C'est mathématiquement rigoureux, mais conceptuellement vertigineux. Feynman lui-même n'était pas entièrement satisfait de la renormalisation. Il la décrivait comme un procédé de balayage sous le tapis. Lors de son discours de réception du prix Nobel, il a dit que, selon lui, la renormalisation n'était pas une solution véritablement satisfaisante et que la théorie correcte de l'avenir ne devrait pas nécessiter de telles astuces. Mais il reconnaissait aussi que la renormalisation fonctionnait extraordinairement bien en pratique et qu'en l'absence d'une meilleure théorie, il fallait l'utiliser. Le problème des infinis en physique quantique est intimement lié à la question de ce qui se passe à des distances extrêmement courtes et à des énergies extrêmement élevées. À l'échelle de Planck, d'environ 10 puissance moins 35 mètres, on s'attend à ce que la gravité quantique devienne importante et que notre description actuelle de l'espace-temps, comme un continuum lisse, ne soit plus valable. Beaucoup de physiciens pensent que les infinis de la QED sont un signe que la théorie cesse d'être valide à très haute énergie et qu'une théorie plus fondamentale, encore inconnue, prendrait le relais et éliminerait naturellement les infinis. Richard Feynman avait une philosophie très particulière face au mystère de la mécanique quantique. Contrairement à beaucoup de ses collègues qui cherchaient des interprétations, des visualisations ou des explications compréhensibles des phénomènes quantiques, Feynman prônait une acceptation radicale de l'étrangeté. Son conseil aux étudiants qui découvraient la mécanique quantique était toujours le même. Ne cherchez pas à comprendre la mécanique quantique en termes de concepts classiques. Ne vous demandez pas, mais comment est-ce possible? La nature fonctionne ainsi. Les mathématiques décrivent ce qui se passe avec une précision extraordinaire, et c'est suffisant. Cette attitude n'était pas du nihilisme intellectuel. Feynman ne disait pas qu'il était impossible de faire de la physique ou de comprendre le monde. Il disait simplement que la compréhension doit venir des mathématiques et des expériences, pas de l'intuition classique. Nous avons développé notre intuition dans un monde macroscopique, et cette intuition est inutile, voire trompeuse, quand on descend à l'échelle atomique. Le prix de l'admission dans le monde quantique est d'abandonner nos préconceptions. Feynman illustrait souvent cette idée avec une analogie. Imaginez, disait-il, des extraterrestres qui vivent dans un monde bidimensionnel. Ils n'ont aucune expérience de la troisième dimension. Maintenant, essayez de leur expliquer ce qu'est une sphère. Vous pouvez la décrire mathématiquement, vous pouvez leur montrer les projections bidimensionnelles d'une sphère, mais ils ne pourront jamais visualiser une sphère au sens où nous la visualisons. Nous sommes dans la même situation par rapport au monde quantique. Nous vivons dans un monde classique et nous n'avons pas l'équipement mental pour visualiser la réalité quantique. Mais nous pouvons la décrire mathématiquement. Et c'est ce qui compte. Cette philosophie était aussi une forme de liberté intellectuelle. En refusant de se contraindre par des modèles classiques, Feynman était libre d'explorer des idées audacieuses et non conventionnelles. C'est cette liberté qui lui a permis de développer les intégrales de chemin, les diagrammes de Feynman et tant d'autres contributions majeures à la physique. Il ne cherchait pas à faire entrer la nature dans des catégories préconçues. Il laissait les mathématiques et les expériences lui dire ce que la nature est, et il acceptait la réponse, aussi étrange soit-elle. Dans son livre « La nature de la physique », basé sur des conférences données à l'Université Cornell en 1964, Feynman résume magnifiquement sa vision. Il ne faut pas se demander comment cela peut être ainsi, car on ne fera que s'enfoncer dans un cul-de-sac dont personne n'est encore sorti. Il suffit de se demander comment les choses fonctionnent et de s'émerveiller. Cette acceptation de l'étrangeté est peut-être la leçon la plus profonde que Feynman nous a laissée. La nature n'a pas d'obligation d'être compréhensible pour notre cerveau de primates évolués.
Elle est ce qu'elle est, et quand on regarde à l'intérieur de l'atome, on découvre un monde qui transcende notre imagination. Un monde où les électrons ne tournent pas, où les particules sont partout à la fois, où le vide bouillonne d'activité, où l'observation change la réalité, et où des particules séparées par des années-lumière sont mystérieusement connectées. C'est le monde réel. Et c'est bien plus fascinant que tout ce que notre imagination limitée aurait pu inventer. Toutes ces choses étranges qui se passent à l'intérieur de l'atome ne sont pas simplement des curiosités intellectuelles. Elles sont à la base de la technologie moderne et elles promettent de transformer encore plus profondément notre monde dans les décennies à venir. L'informatique quantique est sans doute l'application la plus spectaculaire de la mécanique quantique. Un ordinateur quantique utilise les principes de superposition et d'intrication pour effectuer des calculs d'une manière fondamentalement différente d'un ordinateur classique. Au lieu de bits classiques, qui sont soit 0, soit 1, un ordinateur quantique utilise des bits quantiques, ou qubits, qui peuvent être dans une superposition de 0 et 1 simultanément. Et quand plusieurs qubits sont intriqués, le nombre d'états qu'ils peuvent explorer simultanément croît de manière exponentielle. Un ordinateur quantique, avec 50 qubits, peut explorer simultanément plus de 1000 milliards de combinaisons. Avec 300 qubits, le nombre de combinaisons dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Cela ne signifie pas qu'un ordinateur quantique est simplement plus rapide qu'un ordinateur classique. Il fonctionne d'une manière qualitativement différente et pour certains types de problèmes, la différence est astronomique. La cryptographie quantique utilise le principe d'incertitude et l'impossibilité de mesurer un état quantique sans le perturber pour créer des systèmes de communication théoriquement inviolables. Si quelqu'un essaie d'intercepter un message codé quantiquement, l'acte même d'interception perturbe les états quantiques et révèle la présence de l'espion. C'est de la sécurité garantie par les lois de la physique, pas par la difficulté d'un problème mathématique. La métrologie quantique utilise l'extrême sensibilité des systèmes quantiques aux perturbations extérieures pour construire des instruments de mesure d'une précision sans précédent. Les horloges atomiques modernes, basées sur les transitions quantiques dans des atomes de césium ou de strontium, sont si précises qu'elles ne dévieraient pas d'une seconde en plusieurs milliards d'années. Ces horloges sont essentielles pour le fonctionnement du GPS, des réseaux de télécommunications et de nombreuses technologies modernes. Et tout cela repose sur les phénomènes étranges que nous avons explorés dans cette vidéo. Le spin, qui n'est pas une rotation. La superposition, où les particules sont partout à la fois. L'intrication, où des particules distantes sont mystérieusement connectées. L'effet tunnel, où les particules traversent des barrières impossibles. Ce sont les fondements de notre technologie, les briques élémentaires de notre civilisation technologique. Feynman l'avait pressenti dès les années 1980. Il voyait dans la mécanique quantique non seulement une description de la nature, mais une source d'outils et de technologies révolutionnaires. Sa vision d'un ordinateur quantique, formulée à une époque où l'idée semblait purement théorique, est en train de devenir réalité. Et les possibilités qui s'ouvrent sont vertigineuses. Nous avons fait un long voyage à l'intérieur de l'atome, et ce que nous avons trouvé est profondément troublant. L'image rassurante de petites planètes électroniques tournant autour d'un soleil nucléaire est une fiction. La réalité est infiniment plus étrange, plus belle et plus mystérieuse. Les électrons ne tournent pas. Le spin n'est pas une rotation. C'est une propriété intrinsèquement quantique, sans aucun analogue dans notre monde macroscopique. Et pourtant, c'est cette propriété qui structure toute la matière de l'univers, qui détermine la chimie, qui rend la vie possible. Les électrons ne sont pas à un endroit précis. Ils existent dans des états de superposition, répartis dans des nuages de probabilité aux formes exotiques. Ils passent simultanément par deux fentes. Ils traversent des barrières impossibles. Et quand on les observe, ils changent de comportement, comme si le simple fait de poser la question modifiait la réponse. Le vide n'est pas vide. Il bouillonne de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en permanence,
et ces fluctuations ont des effets physiques mesurables. Des particules séparées par des distances astronomiques sont connectées de manière instantanée par l'intrication quantique, défiant notre notion de localité. Et au milieu de tout cela, les mathématiques fonctionnent. L'électrodynamique quantique de Feynman prédit les résultats des expériences avec une précision de 12 chiffres significatifs. C'est la théorie la plus précise jamais conçue par l'esprit humain. Nous pouvons calculer ce qui va se passer sans comprendre, au sens intuitif du terme, pourquoi cela se passe ainsi. Richard Feynman nous a légué plus qu'une collection d'outils mathématiques et de résultats physiques. Il nous a légué une attitude face au mystère, une attitude de curiosité sans préjugés, d'honnêteté intellectuelle et d'émerveillement devant l'étrangeté de la nature. Il ne prétendait pas comprendre la mécanique quantique et il considérait que quiconque prétendait la comprendre se trompait lui-même. Mais cette incompréhension n'est pas un échec. C'est la reconnaissance que l'univers est plus riche, plus subtil et plus extraordinaire que tout ce que notre imagination limitée pourrait concevoir. Quand on regarde à l'intérieur de l'atome, on découvre que la réalité n'est pas ce que l'on croyait. Elle est bien mieux. L'intérieur de l'atome est un monde où les règles sont différentes, où l'intuition échoue, où le bon sens est inutile. C'est un monde de probabilités et de superpositions, de tunnels quantiques et d'intrications mystérieuses, de particules virtuelles et de vides bouillonnants. C'est le monde que Feynman a passé sa vie à explorer, avec une joie et un émerveillement contagieux. Et la prochaine fois que vous regarderez votre main, pensez à ceci. Chaque atome qui la compose est un théâtre de ces merveilles quantiques. Chaque électron dans chaque atome est dans un état de superposition, défiant notre compréhension. Chaque proton dans chaque noyau est maintenu ensemble par des forces que nous ne comprenons qu'imparfaitement. Et tout cela fonctionne, avec une fiabilité et une cohérence qui permettent à la matière d'exister, à la chimie de fonctionner, à la vie de se développer. Le monde quantique est étrange, mais comme Feynman aimait le dire, la nature est ce qu'elle est. Notre travail n'est pas de la rendre conforme à nos attentes, mais de la découvrir telle qu'elle est. Et cette découverte, aussi déroutante soit-elle, est la plus grande aventure intellectuelle de l'humanité. Alors oui, les électrons ne tournent pas. Oui, des choses extraordinairement étranges se passent quand on investigue l'intérieur d'un atome. Et oui, personne ne comprend vraiment la mécanique quantique. Mais c'est justement pour cela que c'est si fascinant, car dans ce mystère réside la possibilité de découvertes futures qui transformeront notre compréhension de l'univers encore plus profondément que la révolution quantique du XXe siècle. Le voyage ne fait que commencer.